Merci de choisir e-radio pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est l'heure du Midi King. Au sommaire de cette édition, les prolongations de l'affaire Ousmane Sonko, Assane Diouf et Clédor Sène déférés au parquet. Ils seront présentés au procureur aujourd'hui. Et concernant Guy Marius Sagna, déjà en prison, son avocat soutient qu'il s'agit d'un enlèvement. Maître Moussa Sarr dans quelques instants. À Sédhiou, 5 pro-Sonko interpellés ce matin. Ils manifestaient près du marché pour ce qu'ils considèrent comme étant une cabale politique contre leur leader. Le G20 en grève pour réclamer la libération de Damboy et compagnie. Le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale considère que c'est un mot d'ordre politique. Mohamed Moustapha Diagne espère que le mouvement ne sera pas suivi par les enseignants. Coronavirus, l'heure du bilan. 12 mois après son apparition au Sénégal, les conséquences sanitaires et économiques sont très lourdes. Mais avec le vaccin, l'espoir est permis selon le directeur de la prévention. L'actualité internationale avec le Tchad, avec l'attaque contre le domicile de l'opposant Yaya Dilo. Et puis les législatives qui se préparent en Côte d'Ivoire. À suivre tout cela avec Papa Alunsar. En sport, assemblée élective de la Confédération africaine de football. Les 4 candidats sont en discussion. Vous aurez également les repères de la 9e journée de Ligue 1 de football au Sénégal. À suivre tout cela dans la page des sports avec Seiko Seydi. Mesdames et messieurs, bienvenue sur e-radio. C'est la première radiovision du Sénégal. Le journal avec Antoine Diouf. Les suites de l'affaire Ousmane Sonko avec ses soutiens après les différentes interpellations et incarcérations des proches du leader de PASTEF. C'est au tour de Clédor Sène et d'Assane Diouf d'être déférés au parquet. Ils sont présentement au palais de justice. Guy Marius Sagna, lui, a été placé sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et acte de nature à troubler l'ordre public. Pour son avocat, Maître Moussa Sarr, Guy Marius Sagna a été enlevé et son arrestation est arbitraire. Il parle de faits imaginaires contre son client. Maître Moussa Sarr est avec Migui Maram Ndiaye. Guy a été arrêté sur la base de faits imaginaires. Il a été enlevé et séquestré. Guy n'a commis aucune infraction. Il a justement été arrêté parce qu'il est membre de Frappe Dérage, parce qu'il a été directeur de campagne de Ousmane Sonko, parce qu'il pense qu'il soutient Sonko et il ne le cache pas parce qu'il soutient Sonko. Et on ne doit pas, dans un état de droit, dans une démocratie, faire des arrestations préventives. C'est illégal. On lui poursuit pour 3 chefs d'infraction. Organisation d'un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, menace à l'ordre public. Voilà. Maintenant, les faits, je dis, c'est des faits imaginaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas de faits concrets sur lesquels on peut dire, voilà ce que Guy a fait. À part un post qu'il avait publié le week-end passé à la suite du communiqué du bureau de presse de la police. Résistance à l'oppression, un droit évoqué par Ousmane Sonko pour faire face au pouvoir après l'éclatement de l'affaire de viol et de menaces de mort dont il est accusé. Pour Maître Moussa Sarr, avocat au barreau de Dakar, notre pays n'est pas dans un contexte de rupture totale de démocratie pour parler de résistance à l'oppression, mais pour la robe noire avec les arrestations qu'il juge abusives. C'est l'état de police émergent et qui est en train de remplacer l'état de droit. Maître Moussa Sarr, qui était l'invité de Tok Tok Sénégal sur ITV, dénonce l'absence de démocratie au Sénégal. Migui Maram Ndiaye. L'affaire du viol présumé contre le leader de PASTEF encore sous les feux de la rampe. Malgré la levée de son immunité parlementaire, Ousmane Sonko promet de faire face. Il évoque son droit de résistance à l'oppression. Sauf que notre pays n'est pas encore à ce stade, selon l'avocat Maître Moussa Sarr. Vous savez, la résistance à l'oppression est une conception d'abord politique et ensuite juridique. À mon avis, on n'est pas dans un contexte de rupture totale de démocratie pour parler d'une résistance à l'oppression. Maintenant, il y a des arrestations abusives et il doit y avoir une résistance pacifique. Une résistance pacifique, un appel de l'avocat inscrit au barreau de Dakar. Mais la robe noire constate avec regret que l'état de droit est en train de sombrer dans notre pays.
Il est en phase avec les 102 universitaires. Nous sommes dans un état de droit dans le principe, mais depuis quelque temps, les conditions d'un état de police émergent sont en train de se réunir. Et ces conditions sont au nombre de 3. C'est d'abord la réduction des libertés. Personne ne conteste aujourd'hui, il y a des réductions de liberté. Il y a la surveillance de certains citoyens. Troisièmement, il y a la répression. Il y a aujourd'hui une tendance vers un état de police émergent. Cet état de police qui se dessine montre à suffisance que la démocratie n'existe que de nom dans ce pays, selon l'avocat. Il accuse les acteurs politiques. Au Sénégal, pouvoir comme l'opposition, de manière générale dans la société sénégalaise, il y a peu de démocrates. Donc il faut travailler à l'instauration, à la promotion d'une culture démocratique. Sinon, nous serons toujours dans un éternel recommencement. Maître Moussa Sarr, qui dénonce les arrestations notées dernièrement, avoue cependant que force doit rester à la loi, mais dans la légalité. Et puis les arrestations se poursuivent puisqu'à Sédhiou, 5 pro-Sonko ont été interpellés ce matin. Ils manifestaient près du marché pour ce qu'ils considèrent comme étant une cabale politique contre leur leader. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radiovision du Sénégal. Le G20 a décrété ce lundi une grève totale pour exiger la libération de Dambodj et compagnie, un mot d'ordre politique selon le directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Une histoire privée qui n'a rien à voir avec l'école, ajoute Mohamedou Moustapha Diagne, qui espère que cette grève ne sera pas suivie par les enseignants. Mohamedou Moustapha Diagne est avec Papa Lunsar. Je ne vois pas en quoi l'école devrait être concernée par une histoire de salon de massage qui a fini au tribunal. Le sœur Dambodj qui a été interpellé l'a été suite à une interdiction de manifestation dans les régions de Dakar et de Thiès qui découle donc de l'état de catastrophe sanitaire. Je voudrais attirer l'attention de tous les enseignants qu'il n'est ni judicieux ni utile de suivre des mots d'ordre que je qualifie de purement politique. Je pense que pour une histoire privée, l'école ne devrait pas être concernée. Alors, nous demandons à tous et à chacun de garder la sérénité nécessaire, de comprendre que l'école n'a rien à voir avec une histoire privée. Et je sais faire confiance à l'esprit de discernement de tous les enseignants du Sénégal qui certainement ne suivront pas des mots d'ordre qui ne découlent pas de préavis de grève relativement à leurs revendications, c'est-à-dire des revendications propres à leur corporation. Sur le terrain à Thiès, le mot d'ordre de grève du G20 a été suivi au lycée Jules Sagnan. C'est le constat fait par notre correspondant dans cet établissement de la capitale du rail. Élèves et enseignants souhaitent la libération de tous les enseignants arrêtés. Le reportage d'Isidore Alexandre-Sen. L'arrestation de Dambodj est sujet en pleine période de composition au lycée Jules Sagnan. Enseignants comme élèves abordent la question avec regret. Modou Ndaw, professeur d'histoire et de géographie. C'est une question évidemment de la démocratie qui est totalement menacée parce qu'on a constaté depuis pas mal de temps que des enseignants sont arrêtés. Et que maintenant ce n'est pas une question de G20, une question de syndicat, c'est une question d'intimidation des enseignants. Et là ça ne passera pas. Les potaches qui n'ont pas fait cours ce matin exigent la reprise des enseignements. Je souhaite qu'on les libère pour que nous puissions continuer les cours. Nous avons fait mes compositions. Nous avons 9h. C'est pas du tout normal parce qu'on ne devait pas faire la politique à l'école parce que les élèves, nous n'avons que nos professeurs. Syndicalisme et politique ne risque-t-il pas de pourrir le système éducatif? Ce professeur de philosophie répond par le négatif. L'État ne doit pas confondre, nous aussi nous ne devons pas confondre. Quelles que soient les erreurs, on aurait dû lui donner une convocation pour qu'il aille répondre à la police. On aurait dû le faire aussi pour l'autre enseignant. C'est une sorte d'humiliation. Il ajoute que cette affaire renseigne sur le manque de considération de l'État vis-à-vis des enseignants. Les gens ne nous prennent pas au sérieux, mais en réalité, l'éducation n'est pas la priorité, n'a jamais été une priorité pour ces autorités. Dambodj, secrétaire général du QCEMS, avant lui, un autre professeur a été arrêté à Cabrousse suite à la supposée affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Jusqu'à quel niveau l'école sénégalaise pourrait subir les contre-coups? En tous les cas, les G20 menacent de paralyser totalement le système si leurs camarades ne sont pas libérés. Isidore Alexandre Sanchez, e-Radio. e-Radio, c'est partout au Sénégal.
12 mois de Covid-19, le Sénégal infecté depuis le 2 mars dernier. Demain, ça fera exactement un an pile, mais avec le vaccin, le directeur de la prévention espère que ce sera bientôt la fin de la pandémie. Au plan économique, les conséquences sont énormes. Bilan de la Covid au Sénégal avec les deux invités de la matinale d'e-radio. Aïssata Ndiaye. 1 du Covid-19 au Sénégal, le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, fait le bilan. Oui, c'est un bilan qui a été difficilement supporté par les populations. Beaucoup de dégâts collatéraux sur le plan économique, sur le plan également de bloquer le système de santé globalement dans le cadre de la prise en charge des malades, parce que toutes les capacités des hôpitaux ont été éprouvées, mais également sur le plan des programmes préventifs, tout ce système a été bloqué et il y a eu vraiment une aggravation des choses. Il faudra poursuivre cette vaccination qui vient d'arriver, respecter les mesures que l'on préconisait. La vaccination peut être le moyen de sortir de cette crise et surtout du couvre-feu. Par rapport au couvre-feu, on peut envisager l'allègement progressif, mais il faudra maintenir le respect des mesures barrières, mais il faudra également que la vaccination se poursuive à un rythme satisfaisant. Encore une fois, il y a toujours des gens qui vont se contaminer la nuit. Donc même si c'est 2 personnes à qui on évite de se contaminer la nuit, c'est positif. Les gens qui travaillent la nuit ont plus de chances de s'infecter la nuit. Un arrêt des activités nocturnes qui n'est pas sans conséquence sur l'économie, à en croire Maïsila Houma, consultant en promotion du secteur privé et développement économique. Au début, on avait pensé à une situation de post-Covid. Mais il n'y a jamais eu de post-Covid en fait. Il y a eu Covid tous les jours du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. Donc toutes les projections qui avaient été faites ont été faussées. Donc les recettes de l'État ont baissé, les charges de l'État n'ont pas bougé. À l'arrivée, l'État a un déficit. On peut se poser des questions sur l'efficacité des mesures. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir le couvre-feu pour peut-être le repousser à 23 heures? Parce qu'il y a une économie nocturne qui est en train de mourir. Je pense qu'il est peut-être maintenant un peu temps de se poser et de regarder l'impact du couvre-feu sur l'économie, l'impact du couvre-feu sur la santé. Mais je ne suis pas convaincu que le couvre-feu ait été d'un très grand apport dans la jugulation de la maladie. 1 an après l'apparition du Covid-19, le Sénégal enregistre plus de 34 000 cas de Covid, 880 décès et 27 018 personnes vaccinées. Les Sénégalais font à leur tour le bilan de la Covid dans notre pays, même un relâchement total durant ces 2 derniers mois ou durant ces tout derniers mois. Et la plupart d'entre eux pensent que l'État a fait des efforts, certes, mais pouvait mieux faire. Reportage Abou Tédissou. 1 an de Covid-19 au Sénégal avec son corollaire de victimes. Les Sénégalais tirent un bilan mitigé de la gestion de la pandémie. Trouvé dans son multiservice face au lycée Jean de La Fontaine de la Médina, Abdourahmane Diallo explique. Je dirais que c'est un bilan mitigé, puisque depuis 1 an déjà, la première vague, on a pu gérer ça correctement. L'État a laissé les gens faire tout ce qu'ils voulaient faire. Il y a eu des rassemblements. Maintenant que la deuxième vague est venue, l'État n'a pas pu carrément gérer comme il le fallait. Si au début de la pandémie, la peur avait poussé les Sénégalais au respect strict des gestes barrières, avec le temps, le relâchement a fini par prendre le dessus. C'est du moins le constat de ce notable, Sidi Koli. Le bilan que je tire de la pandémie est quand même positif. Au départ, les gens avaient pris peur par rapport à la campagne qui était faite sur la maladie. Mais au fil du temps, les gens commencent à se résister, ils n'ont plus peur parce qu'on constate une négligence notoire sur les précautions d'hygiène. Et ce n'est pas normal. L'État a fait ce qu'il pouvait faire. L'État ne peut pas continuer à confiner les gens. Les gens vont se révolter. Nous sommes dans un pays pauvre où les gens ne vivent que dans l'informel. Donc par rapport à ça, je crois que les gens doivent quand même se ressaisir et faire un maximum d'efforts sur les conditions d'hygiène et les précautions qu'il faut par rapport à la maladie. La maladie existe bel et bien. Malgré les efforts consentis par les autorités dans la gestion de cette pandémie, nombreux sont les Sénégalais qui estiment que l'État peut et doit mieux faire pour sortir le pays de cette situation. Et le coronavirus dans le secteur de l'aviation, le passeport sanitaire annoncé va beaucoup aider dans la prévention de la fraude et de ses conséquences dramatiques. C'est la conviction de l'expert en aviation civile Mbaye Ndim Thiam qui préconise fortement une mise à niveau des personnels pour faire face à un autre mal. Il s'agit cette fois-ci du terrorisme. Ousmane Gueye. Avec le nouveau passeport annoncé dans cette période de coronavirus, les cas de fraude devraient considérablement diminuer. C'est tout l'espoir du Sénégalais Mbaye Ndim Thiam qui s'attend à une explosion d'innovation dans les aéroports. Ce sera une application qui sera téléchargeable sur les smartphones avec Android et
et Apple, et ça permettra donc à un passager de vérifier si un passager répond bien aux exigences sanitaires du pays où il va. Il suffira simplement de doter le personnel aéroportuaire de flash, et ce personnel aéroportuaire pourra donc flasher le QR code qui va s'afficher sur le téléphone du passager. Il y a actuellement 80 000 laboratoires qui sont en train de réfléchir là-dessus. Seulement, il estime que l'autre pandémie ne doit pas être oubliée, le terrorisme avec ses attaques spectaculaires, et sur ce plan, l'expert international en aviation attend beaucoup de nos autorités aéroportuaires. Il y a quand même beaucoup de choses à faire à mon avis. Ces choses à faire, c'est une reprise des formations des agents, parce que de ce que je sais, ils ont été formés en 2017. Je faisais partie de l'équipe qui ont fait le training, et depuis lors, des formations périodiques par rapport à l'évolution des menaces, par rapport à la compréhension et à la connaissance des équipements, par rapport à la destination des équipements, n'est pas encore faite. Donc, il y a besoin de refaire des mises à niveau. Si le coronavirus chamboule les règles, le terrorisme, faut-il le rappeler, n'est pas en reste. Un monde surveillé comme jamais depuis le 11 septembre 2001. Ousmane Gueye, l'amicale des étudiants de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie a décrété un mot d'ordre de grève de 24 heures non renouvelable. Ce lundi, ces médecins et pharmaciens en herbe demandent que les étudiants en stage dans les structures sanitaires soient inscrits sur la liste des cibles prioritaires pour le vaccin anti-Covid. Ils demandent aussi le renouvellement du contrat UCAD Dakar d'EMDIC. Les étudiants en médecine et pharmacie étaient en conférence de presse compte rendu. Youssouf Konté. Ce sont des étudiants très remontés qui ont fait face à la presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient de manque de considération de la part des autorités sanitaires. Mohamed Kébé est le président de l'amicale. Les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, de manière injustifiée et injuste, sont privés de vaccination au niveau des sites hospitaliers, alors que ces derniers sont en première ligne pour la lutte contre la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ce que nous disons absurde, ce que nous disons injuste, ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. Mais à cela aussi, il faut ajouter d'autres points qui motivent ce point de presse, des points qui sont pressants et pour lesquels nous peinons à trouver gain de cause. Je veux parler de la prise en charge vaccinale des étudiants de la faculté de médecine qui sont très exposés au virus comme l'hépatite B. Depuis des années, nous on fait des démarches. Depuis des années, nous on a réfléchi par rapport à des stratégies pour faciliter même la tâche à l'autorité. Mais jusque-là, nous notons que l'autorité daigne ne pas accorder d'importance à ce point crucial. En plus des lenteurs administratives qu'ils fustigent dans leur faculté, ils exigent le renouvellement du contrat Dakar d'EMDIC UCAD pour faciliter le déplacement de leurs condisciples au niveau des structures sanitaires. Tous les recteurs qui se sont succédés depuis 2006 ont automatiquement renouvelé le contrat sans pour autant qu'on ait broché ne serait-ce qu'un mot. Mais malheureusement, cette année, nous avons constaté une léthargie et puis une démarche sarcastique de l'autorité rectorale qui ne daigne pas renouveler le contrat, mais en lieu et place, il se permet à chaque fois de vouloir nous berner, ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. Nous appelons monsieur le recteur Ali Mbaye à vraiment revoir sa copie. Ces étudiants demandent aux autorités de respecter leurs plateformes revendicatives, sinon ils risquent de paralyser le système les jours à venir. Et puis le point coronavirus, 8 personnes ont été tuées par la maladie ce lundi. 53 cas graves sont en réanimation, 212 personnes ont été testées positives et 267 patients ont été déclarés guéris à Ziguinchor. Vous suivez e-Radio, c'est sur la 103.4. e-Radio, c'est partout au Sénégal. Retour sur l'incendie qui a fait des dégâts à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Pour le moment, l'origine du sinistre est inconnue, mais les responsables de cette université ont profité de l'occasion pour remettre sur la table des autorités la question des chantiers inachevés. Retrouvons à Ziguinchor notre correspondant permanent Hassan Ba. L'incendie s'est déclaré au niveau d'un bâtiment en chantier depuis 2015. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers
pour maîtriser le feu. Même si pour le moment les origines ne sont pas encore connues, d'importants dégâts matériels ont été notés. Morphal, secrétaire général de l'université Assane Seck. Le bâtiment en tout cas concerné, c'est l'amphithéâtre de 500 places de bloc sciences et technologies. Ce qu'on constate, il y a vraiment des dégâts parce que le coulage, tout s'est affaissé et tout ce qu'il y avait là-dedans, l'échafaudage et les poutrelles, tout ça est perdu et voilà tout ce que nous constatons. Cet incident soulève la lancinante question d'achèvement des chantiers de l'université Assane Seck à l'arrêt depuis plusieurs années. Amarilo Gaston Mané, coordonnateur de la commission sociale de la coordination de l'université Assane Seck. Donc s'ils avaient terminé ces chantiers aujourd'hui, nous n'allons pas avoir cet incident. Donc nous demandons à l'État, nous faisons aussi un cri de cœur que le gouvernement, voire l'État, viennent finir ces constructions qui perdurent depuis 2015. Les étudiants invitent l'État à prendre au sérieux les chantiers de l'université Assane Seck avant que le pire ne se produise. Tout le monde est surpris, donc personne ne sait s'il y avait d'autres bâtiments qui étaient à côté, les pavillons ou bien les salles de classe, ou bien l'électricité aussi, donc ça pouvait causer d'autres dégâts. Donc il faut que le gouvernement vraiment prenne au sérieux cette question des chantiers de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait promis la reprise des travaux dans les plus brefs délais lors de sa dernière visite à Ziguinchor, mais depuis lors, rien n'est fait. Le constat est que depuis l'éviction de Marito Niang de la tête du ministère, les chantiers de l'université Assane Seck sont bloqués. Assane Ba, Ziguinchor, iRadio. Midi 20 minutes, tour d'horizon de l'actualité internationale dans un instant. iRadio, c'est l'international. Papa Alioune Sarr, bonjour et bienvenue. Bonjour Antoine Diouf, bonjour à tous. Au Tchad, la maison de l'opposant Yaya Dillo attaquée, sa mère et son fils est tués par les forces de l'ordre. C'est la conséquence tragique de cette attaque à domicile contre l'opposant tchadien Yaya Dillo. Plusieurs de ses proches ont été même tués lors de cette tentative d'interpellation du principal opposant Driss Déby. L'attaque a été menée par une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du président lui-même. Les faits ont eu lieu hier vers 5h du matin. Une information confirmée par les membres de la Convention tchadienne des droits de l'homme. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a rejeté ces accusations. D'après Chérif Mahamad Zen, c'est la police qui a mené cette attaque armée et les forces de l'ordre ont essuyé des tirs à leur arrivée. Elles n'ont eu d'autre choix que de riposter selon le ministre. Yaya Dillo, ancien chef rebelle, a déposé un dossier de candidature pour l'élection présidentielle du mois d'avril, une échéance électorale déjà sous tension au Tchad. Le président Idriss Déby veut briguer un 6e mandat après 30 années au pouvoir. Jour de rentrée parlementaire pour les sénateurs au Gabon. Une journée importante mais qui s'annonce très longue. 67 sénateurs vont élire le président de l'institution et ses adjoints. La première session est prévue ce lundi après-midi. Les détails dans cette correspondance depuis Libreville d'Aziz Adewale Chandi. La composition du bureau du Sénat, deuxième chambre du Parlement, devrait être connue ce lundi 1er mars. Les membres du bureau de la 5e législature seront élus sauf changement. Cette étape va marquer la fin du processus amorcé le 30 janvier dernier avec l'organisation du premier tour des sénatoriales, suivi une semaine plus tard du second tour. À noter que les 4 requêtes en annulation introduites ont toutes été rejetées par la Cour constitutionnelle. Cette dernière a confirmé les résultats publiés par le Centre gabonais des élections au sortir des urnes. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir a obtenu 46 sièges. Les démocrates, formation politique de l'opposition, avec 4 élus, s'imposent en tant que principale force politique de l'opposition. Rappelons que le président gabonais Ali Bongo Ondimba a nommé la semaine dernière 15 sénateurs à côté des 52 élus. Aziz Adewale Chandi, Libreville, iRadio. Élection législative en Côte d'Ivoire, la commune du Plateau à ne pas perdre surtout. Et pourtant, cette commune a le plus petit nombre d'électeurs pour ces élections législatives, mais elle demeure un bastion important, un terrain symbolique à remporter dans la mesure où Sofiaba, la commune de Plateau, englobe en son sein presque tous les lieux de pouvoir en Côte d'Ivoire. Les élections législatives ivoiriennes de 2021 auront lieu le 6 mars prochain. Initialement prévues pour octobre 2020, elles ont été reportées de quelques mois. Il s'agit des secondes élections depuis le référendum constitutionnel ayant instauré la Troisième République en 2016. Dans la commune du Plateau, connue comme l'arbitre
titre des lieux de pouvoir à Abidjan, les municipales d'octobre 2018 avaient été électriques avec un duel PDCI-RHDP qui porte bien son nom. Il y a 3 ans de cela, le député Jacques Ehouo est choisi pour remplacer le maire sortant Noël Akosi Benjo, révoqué administrativement après des poursuites pour détournement de fonds. Face à Ehouo, le RHDP avait choisi Fabrice Sauveignan qui finit par s'incliner après un bras de fer de 48 heures. 1 an et demi plus tard, Ehouo défend cette fois-ci son fauteuil de député. Le RHDP aligne Ouattara Draman, mais le parti choisit de lui adjoindre Fabrice Sauveignan comme suppléant. Aujourd'hui, 4 autres candidats indépendants sont en lice, mais c'est bien un duel Jacques Ehouo et Draman Ouattara qui s'annonce au plateau. L'actualité internationale sur e-Radio. Covid-19, l'Afrique du Sud dessert les verrous. Le pic de la deuxième vague d'épidémie dépassait la campagne de vaccination lancée auprès du personnel de santé. Les autorités sud-africaines desserrent un peu la vis. Hier, le président Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles mesures de restriction. Le couvre-feu s'étend désormais de minuit à 4 heures du matin. Les rassemblements seront permis. Mais il est important de donner ces détails. Lors d'un rassemblement en intérieur, un maximum de 100 personnes sera toléré, 250 en extérieur. La vente d'alcool est également possible le week-end. Mais attention, avertit le président sud-africain, la menace d'une troisième vague est toujours présente, tout comme le risque de voir apparaître de nouveaux variants du virus. La nation arc-en-ciel attend 20 millions de doses du vaccin Pfizer, plus de 11 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson aussi. Depuis le début de la pandémie, les chiffres sont glaçants, plus de 2 millions de cas de Covid, plus de 50 000 morts. Et on parle santé en Guinée. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire a publié ce dimanche 28 février 2021 les dernières statistiques sur l'épidémie à virus Ebola. Ces données indiquent en effet qu'à la date du 26 février, il y a eu 0 malade et aucun cas de décès enregistré depuis la résurgence de la pandémie. Cette agence a noté 11 cas confirmés et 4 probables, 6 décès, dont 2 confirmés et 4 probables. États-Unis, Papa Lunsar, Donald Trump refait surface sur la scène politique Horizon 2024. Une grande question en suspens aux États-Unis. L'idée d'une candidature en 2024 n'est pas à exclure. En cause, Donald Trump est certain qu'il peut battre les démocrates une troisième fois. Mohamed Kandji, sa première apparition depuis son départ à la Maison-Blanche. Sa toute première apparition, près d'1 mois et demi après l'investiture de Joe Biden et lorsque Donald Trump a débarqué sur la scène de la conférence de l'action politique conservatrice à Orlando, c'est en Floride. Tout était identique à ces meetings de campagne. Les casquettes des partisans, leur enthousiasme, la coquetterie de l'heure de retard, la musique d'introduction, God Bless United States of America, tout sauf un détail, Donald Trump n'est plus président. Il n'est même plus en campagne, mais semble poser les jalons pour une candidature en 2024. Je vous manque déjà, a lancé l'ancien président à l'assistance au début de son discours public. Et comme si la campagne électorale de 2024 avait déjà commencé, il a violemment attaqué Joe Biden et l'administration démocrate. Pour Donald Trump, les Américains sont passés de l'Amérique d'abord à l'Amérique en dernier et tout le monde savait que l'administration de Biden serait mauvaise, mais pas à ce point. Toujours selon le 45e président des États-Unis, le premier mois du démocrate a été le premier mois le plus désastreux de l'histoire des États-Unis. Il juge la politique de Biden anti-famille, anti-emploi, anti-énergie et anti-frontières, refusant toujours d'admettre sa défaite électorale face à Joe Biden et répétant que la présidentielle de novembre avait été injuste. Donald Trump s'est montré déterminé à s'assurer que son mouvement populiste gardera bien le contrôle d'un parti républicain qui peine à masquer ses divisions. Et pour boucler cette page internationale, Birmanie, Aung San Suu Kyi inculpé pour incitation à l'ordre public. Le coup près de la justice n'épargne pas encore le prix Nobel de la paix. Il vient de tomber il y a quelques minutes. L'ancienne première ministre de la Birmanie est désormais poursuivie pour incitation aux troubles publics. C'est un membre de son équipe de défense qui a donné l'information. Son nom n'est tout. L'accusé a assisté à cette audience par visioconférence. Aung San Suu Kyi était déjà inculpé d'avoir importé des talkie-walkies, prouvant ainsi les restrictions liées au coronavirus. Selon la junte militaire, son lieu de détention est jusque-là tenu secret, mais il est en bonne santé selon son avocat, son principal avocat, Khin Maung Zhao. J'espère que c'est la bonne prononciation. La prochaine audience est prévue pour le 15 mars. Pour le moment, la Birmanie est en proie à des manifestations réprimées de manière sanglante. Dimanche dernier, 18 personnes ont été tuées selon les Nations Unies. Et c'est tout pour ces actualités internationales. Antoine, et je vous laisse partir puisque vous n'êtes pas poursuivi pour incitation aux troubles à l'ordre public. Le journal des sports de e-Radio.
Bonjour Seïkou Seydi. Bonjour Antoine Diouf. Football, 9e journée du championnat national de football toujours, oui. 27 buts au total ont été inscrits ce week-end. 19 en Ligue 1 pour cette 9e journée du championnat national de Ligue 1. Génération Foot enchaîne une 4e victoire de suite. Hier face au Diaraf de la Médina, récemment qualifié en phase de groupe de la Coupe CAF GF et 2e du classement avec 17 points. Diambar prend la tête du classement provisoirement après son succès 2-1 sur US Gorée. Les Insulaires et les Galactiques sont en crise. C'est un fait. US Gorée et NGB respectivement 2e et 1er relégables n'ont qu'une seule victoire chacune. Au classement des buteurs, Elhadj Lamine Dramé de l'AS Pikine est à la tête avec 5 caramels. En Ligue 2, la Linguère creuse encore l'écart. 8 points d'avance sur Keur Madior, 2e. 13 buts ont été inscrits ce week-end pour le compte de la 9e journée. Portum de Dakar, Africa Promo Foot, son dernier au classement des buteurs, c'est l'attaquant des Samba Linguère, Mohamed Rassoulba, qui mène la danse avec ses 6 pions. Son poursuivant direct, Abdoul Fall de Keur Madior, en a 5. Football, toujours assemblée générale élective de la CAF. Les 4 candidats vont à la table de négociation. L'assemblée générale élective est prévue ce 12 mars à Rabat, selon Sud Quotidien. La FIFA a fini par trouver un compromis entre les 4 candidats en liste. Le Sud-Africain Moptepe sera le prochain président de la Confédération africaine de football. Le Sénégalais Augustin Senghor est premier vice-président protocole qui surprend beaucoup d'acteurs, mais pas Demba Varor. Le reporter à Sport News Africa croit que le patron de la FIFA veut avoir le contrôle sur le prochain bureau de l'instance mère du football africain. Cela ne me surprendrait pas parce que depuis 2017, on sait tous que la FIFA tire les ficelles au niveau de la CAF. Et Gianni Infantino lui-même ne s'en cache plus, parce qu'il faut être vraiment un novice dans la politique pour se dire que sa visite la semaine dernière au niveau des chefs de l'État était fortuite. Parce que venir rencontrer les chefs d'État, différents candidats au poste de présidence de la CAF à 1 mois des élections, c'est louche. Ça veut dire qu'il a discuté de ça. Et quand il est venu au Sénégal, il a parlé d'unité de la CAF. Donc je pense que la FIFA qui avait tiré les ficelles pour l'élection de Ahmad est encore en train de tirer les ficelles pour l'élection de Patrice Motsepe. Et donc, moi, cela ne me surprendrait pas. Je le dis encore et je le répète, la FIFA sait que l'Afrique est actuellement un terrain vierge. Il y a beaucoup de choses à faire ici et la FIFA n'est pas en odeur de sainteté avec l'UEFA, donc elle essaiera toujours d'avoir l'Afrique qui a 54 États à ses côtés. Demba Varor, journaliste à Sport News Africa. En Guinée, le match en retard de la 8e journée qui devait opposer Lauréat au Afia FC n'a finalement pas eu lieu ce dimanche comme prévu. Il a été reporté par la Ligue guinéenne de football professionnel pour des raisons sanitaires. En effet, Lauréat, qui vient d'Afrique du Sud, pays où sévit un variant du Covid-19, a enregistré plusieurs cas positifs. Le club de Matam attend de savoir s'il s'agit, oui ou non, du variant sud-africain. On écoute Dr Diop, membre de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, au micro de Mamadou Mokhtar Souare. Voilà, les 3 cas positifs confirmés, c'est Niki Madraman, c'est Bafour CB et c'est Asante Godfrey qui sont déjà isolés et qui sont déjà sous protocole thérapeutique. On a même fait appel à l'attention de la Fédération de la Ligue professionnelle guinéenne comme quoi, jusqu'à ce qu'on ait la situation très claire, nous ne pouvons en aucun cas autoriser à ce que le Lauréat puisse s'entraîner, à plus forte raison jouer un match avec n'importe quelle équipe dans ce pays jusqu'à ce qu'on ait la situation claire. Et ça, demain, les 2 autres là vont être prélevés et probablement d'ici mardi, on aura la situation claire. Quand on aura la situation claire, à partir du mardi, là, peut-être un nouveau communiqué va s'en suivre. La suite de cette page d'espoir avec le Tour d'Europe des Lions du Sénégal. En France, Moussa Koné retrouve le chemin des filets. Moussa Djité et Pabib Nouba en Ligue 2 ont également marqué. En Turquie, Alassane Daou et Mambiran Diouf explosent les compteurs. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cheikh Diop. C'est en France où nous débutons ce Tour d'Europe des Lions. Moussa Koné marque enfin avec Nîmes.
En difficulté depuis plusieurs mois, l'attaquant sénégalais a marqué et permis à son équipe d'obtenir un nul, un but partout face à Nantes. Metz avec Mohamedou Lamine Gueye et Pape Matar Sarr titulaire est allé s'imposer sur le fil sur la pelouse de Bordeaux avec notamment Youssouf Sabaly titulaire. Habib Diallo lui a arrêté la balle de match lors de la rencontre Strasbourg-Lille qui s'est terminée sur un match nul, un but partout. En Ligue 2, Grenoble et Niort ont fait match nul, un but partout et tous les buts marqués par des Sénégalais, en l'occurrence Moussa Djiti et Pape Ibnouba. En Angleterre, Sadio Mané n'a pas marqué mais est passeur décisif lors du succès des Reds sur la pelouse de Sheffield United. 2-0. Par contre, pas de but dans le choc qui opposait Chelsea de Edouard Mendy et Manchester United. Mbaye Diagne et West Brom ont fait le minimum en s'imposant devant Brighton 1-0. Un détour en Espagne et Ibar a arraché le nul devant Huesca grâce à une réalisation signée Pape Kouli Diop. En Italie, retour gagnant pour Ibrahima Mbaye. Le latéral de Bologna a marqué le premier but des siens lors de leur victoire devant la Lazio 2-0. Par contre, Kalidou Koulibaly a été expulsé lors du succès de Naples devant Benevento 2-0. En Turquie, Fatih Karagümrük renoue avec le succès 2-0. C'est le score de la rencontre face à Antalyaspor avec un nouveau but signé Alassane Ndao. Mame Biram Diouf lui a inscrit un doublé pour une large victoire de Antalyaspor devant Ankara Gucci de Hassan Dioufé 4-1. Chérif Ndiaye est le seul buteur de la rencontre de Göztepe devant Kassim Passa. En Belgique, pour terminer, Ostende s'impose devant Malines grâce à Pape Matar Gueye qui a lui marqué son 10e but de la saison. Basket, fin de la phase aller du championnat national. Chez les dames, AS Ville de Dakar et Duc finissent champions respectifs des poules A et B de la phase aller du championnat national des hands féminins de basketball. Sans aucun revers, Mbour Basket Club et Saltigué sont respectivement derniers des poules A et B. Chez les messieurs, les Gabolous font carton plein dans la poule A et finissent premiers. Duc aurait fait pareil, sauf que les étudiants ont mal terminé cette première partie. Ils se sont inclinés à Joseph Gaye ce dimanche contre Saint-Louis Basket Club. Asfa n'a obtenu qu'une seule victoire en cette rencontre dans la poule A. CTS n'en a qu'une seule et est premier relégable de la poule. Ça n'est pas entendu pour l'actualité sportive de ce matin. Seiko Seydi, merci. La suite du journal, c'est dans un instant avec la presse du jour. Sénégal ku ne dégg na Baye Computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise seen évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81. Ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Vous avez connu et bien travaillé avec Baye Computer. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie vous offre la revue de presse. E-Radio, la revue de presse. Bonjour Ousmane et c'est parti. Alors que la semaine s'annonce décisive pour Ousmane Sonko, comme le dit Tribune, la presse du jour fait état d'une tentative de médiation menée par des religieux. Deux font la une de l'As Quotidien, Abbé Jacques Seck et Mame Mactar Gueye. Ils se sont rendus au domicile de l'ancien inspecteur des impôts pour restaurer, comme le rapporte le journal, un climat stable sur tous les fronts au Sénégal. Et pour réussir une telle mission, le collectif des religieux pour la paix civile ne manque pas d'enthousiasme et d'espoir pour prévenir toute nouvelle turbulence. Seulement, l'autre protagoniste du dossier qui fait l'actualité reste pour le moment inaccessible et comme alternative, les médiateurs, dont l'Observateur donne aussi des nouvelles, entendent se rabattre sur la famille de la victime présumée. Rencontre dès ce lundi, informe Source A qui précise aussitôt que si jamais le leader de PASTEF refuse de déférer la convocation du juge d'instruction et se fait capturer, c'est directement le mandat de dépôt. Ousmane Sonko va-t-il être arrêté? Manu Militari critique s'interroge après le constat que désormais le
le leader de PASTEF est redevenu un simple citoyen puisque dépouillé de son privilège de juridiction, mais tout en restant une bête politique redoutable. Mais attention, si le statu quo demeure encore, c'est que le parquet n'a pas reçu la notification de la levée de l'immunité du parlementaire, précisent les Échos, indiquant par ailleurs que la quinzaine de pastéfiennes arrêtées par la police de Dieuppeul va être déférée aujourd'hui. En attendant, pro et anti s'attaquent par médias interposés. Pendant que le pouvoir tente de se démarquer, Antoine Ousmane Sonko multiplie les soutiens entre Mamadou Diop Decroix, Habib Sy, Bougane Gueye Dany. Le patron des médias fait d'ailleurs la une de son journal, posant aux côtés du patriote en chef. À quel tour après lui, se demande l'intéressé, estimant que Ousmane Sonko incarne avec brio les charges de leader de l'opposition, non sans s'étonner du silence, comme il l'appelle, de certains de nos intellectuels et hommes religieux. Le domicile du leader de PASTEF ne désemplit pas à Piolas Quotidien, mais que tout le monde sache que force restera la loi. L'alerte de Seydou Gueye, toujours dans l'AS, convaincu que l'affaire doit être tranchée par la justice. Dans l'I Quotidien, l'invité du JDD d'immédiat est aussi à retrouver dans Sud Quotidien qui résume les principales sorties de la semaine. Seydou Gueye, ni l'État ni l'APR, encore moins Benno Bokk Yakaar, ne sont mêlés à cela. Abdoumbo, l'APR a autre chose à faire que de comploter contre qui que soit, et enfin Momar Thiam, donc le docteur, le communicant, des personnes sont capables d'aller commettre des faits pour faire plaisir au prince. De son côté, l'ancien premier ministre de Macky Sall parle au chef de l'État sur le thème d'un recul démocratique. Abdoul Mbaye, il est temps de retrouver la raison. Le président de la République qui retrouve le fameux projet des logements sociaux. Qui avait dit que le gouvernement et son chef du gouvernement n'iraient pas jusqu'au bout dans les 100 000 logements sociaux. La semaine qui vient de s'écouler a consacré une accélération dans le dossier, ce qui ne reflète dans la une de Les Échos ce matin, les pas de géant d'un projet d'envergure. Disponibilité au second trimestre 2021 des 1000 logements à Bambilor, Fatick et Kaolack, plus de 225 000 inscrits. Une commission interministérielle sur le logement co-présidée par les ministres des Finances et de l'Urbanisme rendant compte tous les 15 jours la CDC et l'IPRES, nouveaux acteurs pour accompagner le projet. Ce Macky Sall qui engage la bataille du logement, comme rapporté également par Critique, un gros défi à lire l'Observateur avec ce classement peu reluisant enfonçant le Sénégal dans le blanchiment d'argent. Les quotidiens fait état d'un Sénégal sous haute surveillance, mais dans la lutte contre le coronavirus, c'est plutôt Dakar qui place le virus sous haute surveillance, d'autant plus que la pandémie, insiste l'As quotidien, continue de faire des ravages. D'où les nouvelles doses annoncées, 324 000 issues du COVAX, informe Critique. L'Obs sur ça, Le Soleil aussi, qui souligne en une qu'il s'agit de l'AstraZeneca attendu mercredi prochain, mais en oubliant visuellement de rappeler que faute d'une efficacité satisfaisante, l'Afrique du Sud s'en était séparée en février dernier. Des séparations douloureuses aussi en football. Stade s'arrête ce lundi sur la Premier League, non pas pour vous parler de Sadio Mané, mais de Manchester City qui poursuit son incroyable série, comme le dit le journal, 12 points d'avance sur United, indiquant que le derby de dimanche prochain va être décisif pour le titre. Et pendant ce temps, l'arène ouvre ce 1er mars. Les bacs des lutteurs reprennent déjà dans Sunulamb, avec notamment en vue ce lac de Messène du 4 avril prochain. Ousmane Gueye, merci. Vous avez connu et bien travaillé avec Buy Computer. Buy Computer devient Buy Global Ingénierie. Buy Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Buy Global Ingénierie vous a offert la revue presse. C'est la fin de ce Midi 15. Je vous rappelle les titres. Les prolongations de l'affaire Sonko, Assane Diouf et Clédor Sène déférés au parquet. Ils sont présentés au procureur aujourd'hui. Concernant Guy Marius Sagna, déjà en prison, son avocat soutient qu'il s'agit d'un enlèvement. Maître Moussa Sarr était dans cette édition. À Sédhiou, 5 pro-Sonko interpellés ce matin. Ils manifestaient près du marché pour ce qu'ils considèrent comme étant une cabale politique contre leur leader. Et puis le G20 en grève pour réclamer la libération de Damboy et compagnie. Le directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale considère que c'est un mot d'ordre politique. Mohamed Moustapha Diagne espère que le mouvement ne sera pas suivi par les enseignants. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique de ce Midi 15, Biran Sissé et Hadija Touloum. Digital, Serine Salioudem et